bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de recevoir Anthony Béraud. Anthony, eh bien, nous sommes rencontrés cet été à la retraite de Pierre et Gérald. Quand j'ai découvert qu'il habitait Marseille, il y a eu une évidence de faire quelque chose. Bonsoir Anthony. Bonsoir, merci pour l'invitation. Eh bien, c'est avec plaisir. Et aujourd'hui, on rentre dans cette catégorie de faisons connaissance, de nous expliquer un peu d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé. Et bien sûr, on va mettre le point sur cette réalisation du soi, hein, qui est au centre de cette conversation et de cet échange. Et de voir un peu bien comment tout ça a évolué. Est-ce que il y a eu des certitudes étant enfant? Est-ce que ça a créé des problèmes? Est-ce que ça a été un chemin dur? Est-ce que ça a été facile? Enfin, voilà, on va essayer de balayer un peu tout ça. C'est D'accord. OK pour toi? Ouais, c'est Bon, bon. super. Eh ben, déjà, on va commencer par ton âge parce que tu es tout jeune. Mm. T'as quel âge? J'ai 31 ans. Voilà, un réalisé du soi précoce. Et Mm. comment, alors donc tu es Marseillais d'adoption ou de naissance? De naissance, ouais. J'ai pas mal vécu ici. Et donc tes parents sont aussi originaires de Marseille? Comment ça s'est passé tout ça? Mon père est originaire de Marseille, ouais, donc c'est pour ça. Ma mère, elle vient d'ailleurs, mais voilà, ils habitent ici depuis longtemps et donc je suis né ici, à Marseille, ouais. Alors comment ça s'est passé quand on est enfant à Marseille et est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu as senti un accompagnement spirituel à Marseille ou au contraire euh, c'était un peu le désert? Est-ce que tu avais un entourage qui était prédestiné à cette Mm. voie? En fait, pas du tout, non. Dans ma famille, il n'y a pas spécialement des gens qui s'intéressent à la spiritualité ou qui se posent plus de questions que ça à ce sujet. Hmm, disons que c'est venu d'une quête personnelle. Euh, Alors, est-ce qu'on peut euh, rentrer un peu dans les détails, par exemple, quand tu étais enfant, adolescent, voilà, voir un peu euh, comment s'est passé ton cursus scolaire? Est-ce que tu as été intégré aux autres? hmm, Est-ce que tu étais en décalage? d'accord. Alors, je me souviens que à l'école, j'étais pas mal dans la lune, comme on dit, assez rêveur. Beaucoup d'imagination, tout ça. Et des fois, je me souviens de quelques ressentis que j'avais à ce moment-là, qui à l'époque pouvaient paraître être juste l'imagination d'un enfant, mais en fait, c'est des choses assez profondes, comme par exemple, je me souviens que des fois, je me regardais dans le miroir et je disais mon prénom comme ça, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je regardais mon visage et je me disais Anthony Béraud. Et ouais, c'est comme si je me disais, donc je suis censé être ça. Ok. Et puis, ouais, je sentais que c'était un peu bizarre. Je pressentais des choses comme ça. Ou alors, une fois, je m'étais dit, qu'est-ce qui me prouve que tous les gens autour de moi sont réels? Peut-être que c'est qu'un film qui se déroule et qu'il n'y a que moi qui suis vrai, quoi. Et ça, finalement, c'est très vrai au final. Enfin, c'est pas que on soit la seule personne qui soit vraie, mais c'est plutôt que depuis ce que l'on est qui observe cette incarnation, toutes ces expériences de vie, il n'y a que ce point de vue, ce qui observe tout, qui soit vrai, et tout le reste, c'est vrai que ben on pourrait dire que c'est qu'un décor finalement, c'est qu'un rêve, et c'est ce qui était pressenti du coup. Il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Ouais, c'est possible, c'est ça. Après, je sais pas exactement les raisons de ça, si jamais il y en a. Certains pourraient dire que c'est lié à des vies antérieures de cheminement et tout, mais ça, je peux pas dire. Mais en tout cas, ouais, comme si depuis le début, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Des fois, je me disais, un jour, je trouverai une solution. La vie, ça peut pas être ça, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver ou quoi. Ouais, il y avait un pressentiment comme ça.
mais sans savoir de quoi je parlais, quoi. C'était, ouais, je savais pas trop. Et ensuite, à l'adolescence, ça s'est passé comment? Il y avait toujours cette quête ou les hormones ont fait que il y a eu Ah, une évolution. en fait, ouais, on pourrait dire que j'étais en quête depuis le début, mais je sais que rapidement, je me suis intéressé au paranormal. Et finalement, cet intérêt-là, ça rejoint ce questionnement de peut-être qu'on ne sait pas tout. Euh, je m'intéressais au paranormal, par exemple, aux fantômes et tout. D'ailleurs, ça me faisait assez peur, juste en me disant, je suis sûr qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, auxquelles les gens ne croient pas, mais je suis sûr qu'il y a des secrets ou quoi. Enfin, des trucs un peu mystérieux, des trucs paranormaux, ouais. Je m'intéressais un peu à ça. Et donc, je me souviens qu'au collège, ouais, j'étais vraiment en décalage, dans le sens où, ouais, c'est comme si j'arrivais pas à m'y faire de ce qu'on me demandait, quoi, d'aller en cours, d'être attentif et tout. Donc, j'étais pas spécialement, un bon élève, mais je m'en sortais quand même, quoi. Je faisais le minimum. Et puis, je me sentais vraiment en décalage, parce que déjà, j'étais très timide, donc je parlais à personne. Et puis, ouais, c'est comme si, en fait, la vie continuait d'être assez absurde et que je savais pas trop quoi faire de tout ça, quoi. Ouais, je me souviens qu'au collège, par exemple, en fait, ouais, j'ai jamais aimé faire comme tout le monde, m'habiller comme tout le monde, avoir les mêmes centres d'intérêt. Même, je me souviens que j'étais un peu provocateur. J'écoutais du métal, enfin, ouais, tu vois, du hard rock, des musiques comme ça. Et puis, je commençais à mettre un peu des bracelets à pic. Et même, je me disais qu'à l'époque, ouais, je me disais que j'étais sataniste et tout. Enfin, en fait, je sais pas, je me cherchais, quoi. Je savais pas trop. Du coup, j'étais un peu on pourrait dire, qu'on pouvait me trouver bizarre, quoi, à cette période-là. Ouais. Et ensuite, comment ça a évolué alors? Ben ensuite, donc voilà, le collège. Après, j'ai toujours eu des passions. euh, et ça, quelque part, c'est un peu ce qui m'a maintenu en vie, je dirais, parce que c'est là que je trouvais mon plaisir ou mon bonheur, même si c'était des bonheurs temporaires. J'avais toujours quelque chose à quoi m'accrocher, une passion. Donc, d'abord, ça a été le skate. J'en ai fait pendant des années. Ouais, je sais que j'avais intérieurement, je ressentais beaucoup de rêves par rapport à chaque passion que j'ai eue, où je m'imaginais les meilleurs scénarios, etc. Et ça me donnait de l'espoir, quoi. Ouais, ouais, j'étais très passionné, quoi. J'ai toujours eu une passion et jamais plusieurs, et toujours en étant très intense et ouais, très passionné par ce sur quoi j'étais concentré. Et finalement, le chemin spirituel, je l'ai abordé de la même manière. Il y avait que ça qui comptait. Donc, en général, les centres d'intérêt que j'ai eus, c'est comme s'il y a un peu tout qui m'avait réussi parce que j'aimais tellement ça que forcément, ben, ça fonctionne, quoi. J'y suis jamais allé à moitié. Ouais, j'ai toujours fait tout à fond. Enfin, on peut toujours mieux faire, mais voilà, j'étais amoureux de ce que je pouvais faire. Ouais, chaque passion que j'ai eue, chaque centre Alors, qu'est-ce que tu d'intérêt. as eu comme type de passion, à part le skate? Ah, après, ce qui a remplacé le skate, c'était le poker. Euh, Quand j'ai su qu'on pouvait vraiment gagner de l'argent avec ce jeu, ça m'a fasciné. Je me suis dit que j'allais tout faire pour le réussir si jamais c'était possible. Parce qu'en fait, j'aimais beaucoup ce jeu, même sans penser à l'argent. J'aimais beaucoup ce jeu juste pour jouer comme ça. Et donc, pendant des années, j'ai joué, j'ai progressé et j'ai même été pro à un moment dans le sens où mon métier c'était de jouer au poker pour gagner de l'argent, j'y arrivais bien. Et ouais, ça c'est comme si ça avait été un peu mon dernier rêve avant de laisser tomber ça et de réaliser encore une fois que rien de tout ce que je peux expérimenter n'a pu me rendre heureux finalement, parce que être heureux c'est uniquement retrouver sa véritable nature. Ça, c'est un bonheur stable et ça,
ça n'existe pas dans le monde, quoi. On peut pas trouver une plénitude stable dans les expériences. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter le poker? Oh, bah, c'était vraiment que j'avais plus envie, en fait. Mais quand même, je me souviens que ça s'accompagnait de certaines intuitions où, à un moment donné, j'ai eu envie de rentrer en France parce qu'à ce moment-là, j'habitais en Estonie. Et comme si je sentais que ça avait un lien avec le fait de partager autour de ce dont on est en train de parler là, l'éveil spirituel, la réalisation du soi. Voilà, j'ai laissé tomber mon dernier rêve que j'étais en train de réaliser parce que bah, en fait, c'était même plus un rêve, je m'ennuyais de jouer au poker, quoi. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai laissé tomber. Je suis même revenu dans mon ancien travail que j'avais mis en pause à ce moment-là et vraiment sans rien regretter, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que c'est intéressant parce que dans la forme, ce genre de scénario, ça pourrait être extrêmement regrettable pour quelqu'un. Tu passes de vivre du poker en Estonie, d'avoir beaucoup d'argent, à OK, j'abandonne, je retourne faire fonctionnaire. Euh, c'est censé être un drame, mais vraiment, j'ai jamais regretté, quoi. Je me suis laissé guider, quoi, voilà. Euh, et puis, euh, et puis voilà, ouais, c'est marrant comme les choses se font toutes seules, en fait. Il y a pas eu vraiment de choix de ma part, quoi. Les choses, elles s'imposent. Ouais. Et tu suivais déjà des enseignements, tu suivais des maîtres, tu étais à cette époque-là? Ouais, disons que avant de partir en Estonie, vivre du poker, hmm, je vivais déjà bien la présence. J'avais beaucoup suivi Pierre et Gérald, et Muji, par exemple. Et ouais, je vivais déjà depuis cette paix, donc j'étais content d'expérimenter ça. Mais je crois qu'à ce moment-là, j'avais déjà un peu arrêté de regarder des satsangs ou des partages à ce sujet parce que à un moment, c'est tombé dans le sens où une fois que c'est vécu, cette réalisation, il n'y a plus vraiment de fascination pour les vidéos, tout ça. Alors qu'à la base, moi, je regardais des vidéos toute la journée et puis ça me faisait énormément vibrer, ça me touchait, enfin, ça me mettait dans tous mes états et puis ça me nourrissait de présence. Mais à un moment donné, quand c'est juste vécu, ben, en général, on arrête de pratiquer, par exemple, la méditation ou de regarder des vidéos parce qu'il y a plus de recherche, en fait. C'est juste qu'on a retrouvé ce qu'on cherchait, entre guillemets, pour utiliser des mots. Et donc, ouais, il n'y a plus vraiment d'intérêt pour le concept de l'éveil spirituel, même si, du coup, là, c'est paradoxal parce que je partage beaucoup sur ce sujet-là. Donc, c'est marrant. À la fois, il n'y a aucun intérêt pour les concepts spirituels quand c'est vécu, et en même temps, il y a l'envie de partager. Donc j'en parle énormément. Voilà, c'est comme ça. Et combien de temps ça t'a pris quand tu as rencontré tes premiers maîtres? Tu as rencontré Muji par la vidéo, ensuite Pierre et Gérald en vidéo, après peut-être en physique. Comment ça s'est passé? Et Ouais, quel c'est ça. laps de temps? Euh, donc en gros, en 2007, j'ai commencé à cheminer spirituellement. On pourrait dire, disons que j'ai pris conscience que j'étais en chemin, quoi. Et alors, ouais, voilà, de 2016 à 2019, disons que j'ai cherché un peu dans tous les sens, dans des trucs un peu New Age. Je sais pas, ouais, les enfants indigos, les chakras, enfin tous ces trucs-là, des histoires comme ça, de élever sa vibration. Après, ça parlait déjà de vivre en conscience, mais j'avais pas réalisé à quel point on était vraiment la conscience infinie et que il n'y a pas quelqu'un qui évolue et qui chemine et qui va atteindre un état. Enfin, en fait, voilà, il me manquait certaines clés, enfin même certaines compréhensions intérieures. Voilà, disons qu'au bout de ces 3 ans, je sentais qu'il me manquait quelque chose au niveau de l'éveil spirituel. Et là, j'ai eu l'élan de rentrer dans la franc-maçonnerie. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais je me suis dit, tu sais, un peu, bon, peut-être qu'ils savent, il me manque quelque chose, je sais pas, je vais aller voir.
Et en même temps que je suis rentré dans la franc-maçonnerie, j'ai connu Mooji et Pierre et Gérald, et c'est comme si la franc-maçonnerie m'avait boosté à vraiment me consacrer au chemin spirituel. Et en même temps, la révélation, c'était pas tant la franc-maçonnerie, c'était plus Mooji et Pierre et Gérald. Et donc, c'est comme si à partir de là, je m'étais dit, bon, ok, j'arrête de tourner autour du pot et je plonge dans la présence, dans ce que pointent Pierre et Gérald et Mooji et d'autres. Et puis, voilà, j'y vais à fond, quoi. Ça suffit de tourner autour du pot, quoi. Et donc là, à partir de ce moment-là, ça a dû prendre un an avant qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler la réalisation ouais. Donc voilà, de 2016 à 2020, on pourrait dire que le chemin spirituel a duré 4 ans, mais en fait, ça veut un peu rien dire parce qu'avant ça, il y avait déjà des questionnements. Et puis, s'il y a des vies antérieures et tout, voilà. Enfin, en fait, faut pas s'accrocher au nombre d'années ou quoi. Par exemple, Pierre-Louis Guillemet, des fois, je l'entendais dire qu'il avait cheminé 17 ans et je me disais, oh non, pitié, j'ai vraiment pas envie que ça prenne autant de temps et tout. Mais c'est des histoires, ça vraiment, ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire du tout, quoi. Et surtout que ce genre d'idée-là, ça nous éloigne de l'évidence que l'éveil, c'est vraiment ici et maintenant et ça sera jamais dans le futur, ça n'existe pas, quoi. C'est que maintenant, ouais. Et, et tu as rencontré Pierre et Gérald en physique quand, du coup? Et ben, à la fin de l'année 2019, donc disons presque un an après les avoir connus, j'étais allé à deux satsangs en réel juste avant le Covid et ça m'avait beaucoup touché. Et voilà, après j'ai continué à les suivre pendant le confinement un peu à travers les vidéos. Et c'est en 2020 aussi que après j'ai perdu de l'intérêt pour regarder les satsangs parce que c'était juste vécu, ouais, cette pleine présence. Et voilà, après ce que je peux dire, c'est que depuis 2020, euh, en fait, c'est pas tant que je sois arrivé quelque part, parce que c'est pas ça du tout, c'est juste que le cheminement spirituel, l'aboutissement, c'est réaliser notre véritable nature qui, elle, est parfaite. Enfin, c'est vraiment la complétude, la conscience infinie. C'est pas une forme, donc ça peut pas évoluer, ça peut pas involuer. Mais disons qu'après cette réalisation, il y a ce qu'on peut appeler l'établissement dans le soi, l'établissement dans la présence, c'est-à-dire que depuis 2020, c'est comme si il était vécu ici toujours plus d'amour inconditionnel, de joie et de présence. Ouais, c'est comme si ça s'ancrait toujours plus au niveau du corps et de ce qui reste du personnage Anthony, des petits résidus de croyances ou quoi. C'est comme si le chemin continuait, mais sans quelqu'un aux commandes, quoi. C'est pour ça qu'on dit il n'y a rien à faire, on est déjà ce que l'on est, et voilà. Hmm. Alors, quand tu parles de réaliser la présence, déjà, il faut reconnaître la présence. Euh, donc ça, c'est la première phase. Et comment ça s'est passé pour toi quand tu l'as reconnu? Ah oui, ben en fait, dès le début du chemin, j'ai lu Le pouvoir du moment présent et j'arrivais déjà à goûter une certaine acceptation, une certaine présence, mais avec beaucoup de mental par-dessus. Donc, ouais, en fait, je me disais que j'arrivais à accepter un peu ce qu'il y avait en moi, mais que partiellement. Enfin, en fait, j'arrivais pas vraiment à accepter, quoi. J'essayais, disons qu'au début, j'essayais d'accepter mes émotions et mes pensées. J'essayais de méditer. Euh, mais il y avait encore une forte identification à la personne, donc c'est un peu ça le frein principal, c'est de croire être le corps, de croire être la personne, alors que la vraie méditation, c'est réaliser que tout apparaît dans cet espace infini conscient que l'on est, y compris ce corps et ce sentiment d'être quelqu'un qui soit en train de méditer, quoi. Et, euh, et ça, je l'ai compris entre guillemets en suivant les partages de Mooji et de Pierre et Gérald, mais hum, donc, je goûtais déjà la présence au début, mais en fait, comme beaucoup de gens, je pense, je n'avais pas compris que c'était vraiment l'essentiel de vraiment en revenir à la présence que l'on est. Et ça résout tout. Je continuais à chercher encore ailleurs. Bon,
comment faire pour s'éveiller. Euh, Et ouais, c'est comme si dès le début j'avais toutes les clés en main, mais que voilà, je m'égarais, quoi. Je me disais, ok, la présence c'est bien, mais je veux m'éveiller, tout ça. C'était pas clair, quoi. Et après, là où j'ai vraiment. Donc, ouais, comme tu dis, il s'agit de la reconnaître. Donc, à un moment donné, en suivant ce genre de partage, on goûte la présence, la plénitude. Et donc, après, c'est pas qu'on cherche quelque chose qu'on ne connaît pas, puisqu'on goûte déjà à cette vérité, mais c'est que on voudrait y être tout le temps, quoi. Être tout le temps en pleine conscience, en pleine présence. Et bah, en gros, quand j'arrivais vraiment à goûter cette présence, ça s'est fait assez rapidement au final, en suivant les partages non duels, tout ça. Euh, je me suis mis à méditer le matin et le soir. Et en fait, mon exercice, c'était d'ignorer toutes les pensées, mais en les laissant s'accepter, quoi. Je ferme les yeux, je vois apparaître les pensées qui arrivent. Et puis, j'y touche vraiment pas, quoi. Je retenais toujours l'indication de Muji qui disait observe, mais ne t'attache à rien. Donc, je faisais ça tout le temps. Des pensées arrivent, j'y touche pas, j'y touche pas. Je les laisse circuler, je les laisse s'accepter. Et la journée, ben, j'écoutais des satsangs, ça répondait à mes questions, ça m'inspirait, je sentais la présence. Et puis, à un moment donné, quand vraiment on touche plus à aucune pensée, même celle qui dirait t'es en train de te réaliser ou qui dirait ah oui je suis la conscience, même celle-là on n'y touche pas, et ben alors qu'est-ce qui reste quand on ne touche à rien et qu'il n'y a plus rien? Ben, il reste cela quoi, il reste la présence que l'on est qui est au-delà du concept de présence quoi. Euh, c'est quand on ne s'accroche plus à rien quoi. Après, moi, quand j'entendais ça, je me disais, oula, c'est difficile de plus s'accrocher à quoi que ce soit, mais quand je dis ne plus s'accrocher à quoi que ce soit, c'est que même s'il y a des accroches, c'est tellement observé et accueilli que en vérité, il n'y en a pas vraiment, quoi. Tout est ressenti, tout est fluide, tout circule, voilà. Ne plus s'identifier à quoi que ce soit, quoi. Ouais, ne plus se mélanger, quoi. Donc, on pourrait presque dire que c'est une focalisation qui change. Au départ, tu as cette focalisation sur le petit personnage, et ensuite, une focalisation, si on peut dire, sur cette présence. Ouais, c'est ça, c'est vrai, ouais. La plupart des gens, ils sont focalisés sur l'extérieur, sur ce qui se passe, voilà, toutes ces histoires et tout, ils sont focalisés sur eux-mêmes. Et oui, oui, c'est ça, c'est que euh, des fois, certains donnent l'indication de ramener l'attention sur elles-mêmes, ouais, d'intérioriser ses sens, c'est plutôt que d'être focalisé sur l'extérieur, revenir à l'intérieur de soi, au plus profond de soi-même, et réaliser que ici, il n'y a pas de problème. Revenir dans l'intensité du moment présent, quoi, et, euh, et, euh, et observer à quel point nos pensées nous en éloignent de ça et revenir, ramener l'attention ici, revenir, revenir. Et à force de revenir, et ben, à un moment donné, on réalise que même ce mouvement de retour, c'est une perception et à un moment, il y a vraiment la réalisation que de toute façon, tout ce qui fluctue, c'est que des perceptions et je suis ceux qui observent tout ça, qui est complètement libre et qui ne peut être nommé. Et à ce moment-là, ben ouais, c'est ça la seule vérité, quoi. C'est la conscience que l'on est, quoi. Et c'est presque un mouvement de choix, on va dire, parce que euh, c'est s'abandonner. Ouais, c'est ça, c'est s'abandonner à notre véritable nature. C'est abandonner le faux à propos de soi, du coup, c'est-à-dire toutes les idées qu'on a sur soi, particulièrement l'identification à ce corps. Euh, on se sent être ce corps, voilà, ça c'est mes mains, c'est mes bras, c'est mon corps à moi. Euh, Ce sentiment d'être un homme, une femme, d'être cette personne avec cette personnalité. Euh, Tout ça, c'est des expériences qui apparaissent, elles sont pas à rejeter, mais c'est juste que souvent, ben, on a pris l'habitude d'en faire une finalité, de croire être uniquement ça. Et en fait, c'est que des croyances.
Et ça peut paraître fou au début, peut-être les premières fois qu'on entend ça, parce qu'on est vraiment persuadé d'être la personne, quoi. Mais en fait, à force d'observer, on se rend compte qu'effectivement, si on regarde les choses telles qu'elles sont, sans jugement, en fait, on n'est pas juste ce petit personnage-là. On l'observe tout comme on observe tous les autres objets, tout le décor, quoi. Ce personnage fait partie du décor. C'est pas ce que l'on est fondamentalement, quoi. Et ça, c'est la grande blague, quoi. La grande blague cosmique. Ouais. Alors, ben, écoute, on aura cette occasion de développer tout ça parce que on a décidé de monter un satsang tous les premiers mardis de chaque mois. Donc, et on va commencer en octobre. Donc, on aura le plaisir d'entendre et de poser toutes les questions. On fera ça donc certainement à Cassis ou La Ciotat. Hmm. Et ce sera un grand plaisir de pouvoir échanger avec ton expérience. Hmm. Bah, pour moi aussi, ouais. Beaucoup de joie à faire ça bientôt. Voilà, et puis on essaiera de faire ça en présentiel et peut-être si les choses vont dans le bon sens, avec des Zooms en simultané. Hmm. Ouais. Eh bien, écoute, Anthony, merci beaucoup pour ce témoignage Merci à toi. et puis à très bientôt, hein. Ouais, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao.